France Info. Dans la lutte contre le coronavirus, il y a l'urgence et les mesures prises sous la contrainte d'une épidémie incontrôlée. On devrait en connaître de nouvelles dans les heures, les jours qui viennent. Il y a la constance dans la responsabilité individuelle et dans la stratégie collective. On voit au fil de mois que sans doute c'est là le plus délicat. Et puis, il y a l'horizon du répit, celui du vaccin. Les chercheurs s'activent, mais ils ont besoin de nous. Voilà pourquoi l'INSERM lance un appel pour participer à des essais cliniques absolument indispensables avant toute mise sur le marché d'une des centaines de projets de vaccins. Bonjour Solène Lehen. Bonjour. En fait, il y a des besoins de volontaires partout dans le monde. Oui, une fois que des chercheurs ont développé un vaccin, ils le testent. D'abord en laboratoire, ensuite sur les animaux, puis en dernier, on le teste sur les humains. C'est la phase 3. On regarde si le vaccin est performant, s'il protège bien contre la maladie. Et puis on teste aussi la sécurité. On vérifie qu'il n'y a pas d'effet indésirable grave. Et pour cela, pour chaque vaccin, il faut beaucoup de monde, beaucoup de volontaires. Pour vous donner une idée, le laboratoire américain Pfizer envisage de tester son projet de vaccin contre le Covid sur 30 000 personnes. Imaginez si on fait la multiplication, il y a aujourd'hui 300 projets de vaccins dans le monde. C'est pour cela qu'en France, l'INSERM a décidé de créer cette plateforme de volontaires. L'Institut de recherche espère en trouver 25 000. Alors ce n'est pas forcément pour tester des vaccins français, mais pour proposer à un ou plusieurs laboratoires dans le monde que nous apportions, nous aussi, notre petite pierre à la recherche. C'est effectivement une des questions, des enjeux qu'on verra avec nos invités. Comment choisir le vaccin que l'on teste, sur lequel on fait des essais cliniques ou pas, et comment faire si on veut se porter volontaire, Solène, si on veut tester un de ces projets de vaccin. Pour participer à l'un de ces essais cliniques, il faut s'inscrire sur Internet sur le site covirevac.fr. Ça s'écrit COVIREIVAC.fr donc. Et là, n'importe qui peut s'inscrire. Il n'y a pas besoin d'être nécessairement en bonne santé, explique le professeur Odile Launay qui coordonne cette plateforme de volontaires français. Toutes les personnes de plus de 18 ans, y compris les personnes les plus âgées. On a eu des demandes pour des personnes de plus de 80 ans, puisqu'on va s'intéresser spécifiquement aux plus âgés. Et si on a des problèmes de santé, là aussi, on a identifié un certain nombre de problèmes de santé qui favorisent la survenue de complications et le risque de décès. Donc, toutes ces personnes-là sont encouragées à s'inscrire, que ce soit des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, le diabète. Et les personnes qui ont déjà eu le Covid peuvent aussi y participer car elles ne sont pas à l'abri d'une réinfection. Ensuite, la procédure, un médecin vous injecte l'un des vaccins ou alors la version placebo, vous ne le saurez pas. Et les équipes médicales surveilleront votre état de santé, les éventuels effets indésirables et surtout si vous êtes amené à être contaminé par le coronavirus. Voilà, et ces cliniques mode d'emploi, voyons ce qu'en disent nos invités que je salue. Bonjour Jean-Pierre Thierry, docteur Jean-Pierre Thierry. Bonjour. Vous êtes conseiller médical de France Asso Santé. Et bonjour à vous également, Pauline Londex. Bonjour. Vous êtes de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Jean-Pierre Thierry, ce que vient de nous décrire Solène Lehen, c'est un processus assez classique. Là, le Covid ne se distingue pas forcément d'autres vaccins, d'autres recherches de vaccins. Oui, vous avez raison, parce que de nombreux patients, de nombreuses personnes participent aux essais cliniques. C'est très encadré en réalité par la loi. Et heureusement, depuis que les associations de patients et les représentants d'usagers sont associés, il y a eu la loi Uri-Seruchkla, il y a eu des évolutions réglementaires. Donc c'est les personnes qui vont se porter volontaires attendent le respect de procédures très strictes, doivent avoir une information complète, doivent être parfaitement informés des bénéfices attendus et des risques et avoir un ensemble de contraintes qui seront obligatoires, notamment auprès du promoteur de l'essai clinique. Les mêmes contraintes pour des essais cliniques. Oui, excusez-moi, juste les mêmes contraintes pour tout le monde. Solène Lehen disait que, par exemple, il pouvait y avoir tout type de personnes pour ces vaccins, y compris des personnes qui étaient les plus à risque sur le Covid-19, mais les contraintes sont les mêmes pour tous et toutes. Alors, les contraintes sont les mêmes procédures, pour tous, les informations. En ce qui concerne les règles éthiques, la présentation des bénéfices-risques, le suivi, tout ça est très encadré. Alors, l'intérêt d'avoir, notamment, par exemple, des personnes âgées ou des personnes à risque, c'est de bien savoir quel sera l'effet d'un médicament. Et ça, souvent, il y a trop de biais dans des essais cliniques qui ne sont pas assez représentés. Alors là, effectivement, vous savez que les formes graves, on les trouve toujours surtout chez les personnes âgées ou ceux qui ont des facteurs de risque. Donc, c'est un
plus si dans des conditions extrêmement précises et réglementées, elles sont représentées dans les essais cliniques de ces vaccins. Pauline Landex, il y a l'information, l'éthique pour évidemment les candidats à ces essais cliniques. Et puis il y a le choix sur quel vaccin on teste. Il y en a 300, elle nous disait au moins 300. Solène Lehen, ça c'est pas forcément dans tous les cas de virus, qu'il y ait autant de vaccins potentiels. Là, ça peut être une difficulté. Quel projet on retient ou pas ? Alors déjà, je tiens à dire que je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été rappelé à l'instant sur l'éthique et l'importance d'avoir les personnes notamment atteintes d'autres pathologies ou des personnes qui peuvent développer des formes graves. Alors la question, bien sûr, pour vous répondre, oui, on a besoin d'un vaccin, c'est urgent, c'est une urgence absolue pour contrôler au niveau populationnel ce virus et sa propagation. Mais ce qui peut être inquiétant dans la course actuelle au vaccin, c'est que l'ensemble de ces initiatives, de ces développements de vaccins ont lieu en parallèle avec peu de coordination et peu de transparence. Et attention, quand je dis transparence, c'est transparence sur les objectifs des essais. C'est pas la transparence sur la question du suivi des personnes qui participeront à ces essais. Bien sûr, tout ça est très encadré, et donc les personnes qui participeront à ces essais seront suivies. Je pense que c'est très important de le souligner. Mais de ce que vous dites, est-ce qu'il faudrait aussi, Pauline Landex, mieux coordonner les essais ? Vous dites que la recherche des vaccins n'est pas coordonnée. Les essais, les tests devraient être mieux coordonnés également ? Absolument, parce que ce dont on se rend compte, c'est que la plupart des promoteurs des essais cliniques de vaccins contre le Covid aujourd'hui, qui sont en phase 3, donc il y en a 8 à peu près dans le monde, ceux-là ont tous ciblé la même protéine du virus, la protéine S. Le problème, donc, il y avait probablement de très bonnes raisons de suivre cette stratégie. En revanche, le problème, c'est que si ça échoue, il va falloir, en fait, au lieu de gagner du temps, on en aura peut-être perdu. Alors que si les acteurs de santé publique s'étaient réunis pour se dire, voilà, réfléchissons aux produits de santé spécifiques dont nous avons besoin, c'est-à-dire aux différents vaccins au pluriel dont nous avons besoin contre le Covid, on aurait pu nous pourrions peut-être développer plusieurs outils qui correspondent à plusieurs besoins. Parce que l'efficacité d'un vaccin, c'est pas binaire, c'est pas est-ce que ça fonctionne oui ou non. Il y a des degrés d'efficacité, et il y aura des vaccins qui auront un effet peut-être plus important en réduction de la transmission au niveau populationnel, donc peut-être un vaccin qui sera plus adapté au personnel soignant, et d'autres types de vaccins qui, par exemple, permettront de réduire les formes graves de la maladie, et donc là, ce serait peut-être plus adapté aux personnes âgées ou aux personnes atteintes d'autres pathologies. Donc une meilleure coordination, une meilleure transparence dans les objectifs de recherche, ça nous ferait peut-être gagner du temps au final et pas en perdre. Et c'est d'autant plus important, docteur Jean-Pierre Thierry, qu'on sait qu'on est dans un pays dans lequel, je ne sais pas pour quelle raison, mais la méfiance vis-à-vis du vaccin est particulièrement élevée. Oui, il y a une grosse hésitation vaccinale en France. On fait partie des pays où elle est la plus importante et pas seulement d'ailleurs dans le grand public, mais quelquefois vers les professionnels de santé. Donc il y a un historique un peu lourd, qui n'est pas la peine de le rappeler ici. Non, mais ça veut dire qu'en termes d'éthique, de transparence, y compris des choix, quel vaccin on teste ou pas, tout ça est absolument nécessaire. C'est indispensable. Alors c'est vrai que le vaccin, c'est un médicament qu'on va donner c'est un médicament comme un autre, sauf qu'on le donne à des gens qui ne sont pas malades pour protéger, pour éviter qu'ils tombent malades. Donc le niveau de sécurité doit être extrêmement important, l'efficacité démontrée. Donc effectivement, à France Asso Santé, alors c'est un effort constant. On demande nous aussi que la transparence soit améliorée, pas seulement sur les protocoles, sur un ensemble de données. Par exemple, si des résultats négatifs concluent une étude, qu'elle soit également publiée et partagée avec la communauté scientifique. Donc il y a des marges de progrès au niveau de la transparence d'une façon générale sur le médicament, effectivement, pour lever l'hésitation vaccinale. Alors c'est moins peut-être les volontaires, parce que les gens, en fin de compte, participent, et il y a un don, si vous voulez, assez important, en fait, dans les essais cliniques qu'on constate tous les jours, participer à un bien-être collectif et pas seulement pour soi-même. Donc ça rejoint la dimension éthique dont on parlait. Mais je dirais si le vaccin est efficace et sûr, ce que l'essai clinique doit démontrer, le niveau de transparence doit être vraiment extrêmement élevé pour qu'il y ait une adoption sans trop de problèmes par la population pour arriver à mettre cette épidémie sous contrôle. Alors on va essayer de lever les questions qu'il y a sur ces vaccins. On va continuer la conversation après le fil info à 12h20. Armand Perrault-Loguin.
Une plainte déposée contre le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, plainte pour prise illégale d'intérêt. Elle est déposée devant la Cour de justice de la République par un militant écologiste et anticorruption. Il met en cause l'enquête disciplinaire réclamée par le ministre de la Justice contre 3 magistrats du parquet national financier. Se dirige-t-on vers une fermeture totale des bars et restaurants à Paris? Les indicateurs continuent de se dégrader dans la capitale. Le Premier ministre a reçu ce matin la maire de Paris. Il s'est entretenu aussi avec les maires de Lyon, Lille et Grenoble. Il fera de même avec celui de Toulouse tout à l'heure. Jean Castex leur demande de mettre en place de nouvelles mesures pour freiner la propagation du coronavirus. À Rennes, les salles de sport peuvent rouvrir. Le tribunal administratif suspend l'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture de ces établissements. Hier, la justice avait pris des décisions inverses à Bordeaux et Nice. Du changement ce 1er octobre, les tarifs réglementés du gaz augmentent sensiblement, plus 4,7%. Entrée en vigueur aujourd'hui aussi du congé indemnisé pour les aidants qui soutiennent un proche âgé, malade ou handicapé. Le bras de fer entre l'Union européenne et Londres sur le Brexit. La Commission européenne entame une procédure d'infraction contre le Royaume-Uni car Londres remet en cause le traité de sortie de l'Union qui avait été signé en janvier dernier. Et puis le tennis à Roland-Garros, élimination à l'instant dès le deuxième tour de la Tchèque Karolina Pliskova, tête de série numéro 2. France Info. Et nous sommes toujours avec le docteur Thierry de France Asso Santé, avec Pauline Londex de l'Observatoire de la transparence dans les politiques de médicaments pour évoquer cet appel à candidature pour participer à des essais cliniques de vaccins potentiels contre le Covid-19. Vous insistiez tous les deux sur la nécessité d'informer, de préciser que le code éthique était là. Et parmi les questions qui se posent, évidemment, Solène Lehen, c'est est-ce qu'on va, avec ces essais cliniques, inoculer le virus? Alors en France, non, en aucun cas, ont dit les autorités de santé, pour des questions d'éthique. Ça se pratique, pourtant dans certains pays, on appelle ça le challenge. Pour certains projets de vaccins, pour aller plus vite, on vous donne le vaccin, on vous inocule le virus et on regarde si le vaccin vous protège. Le résultat est rapide et ça nécessite moins de volontaires. En France, donc non, ça ne se fera pas parce qu'il n'existe pas de médicaments qui guérissent le Covid-19 aujourd'hui, ont dit les autorités de santé. Donc les médecins ne prendront pas le risque et même avec des volontaires jeunes en bonne santé, on ne sait jamais. Il y a aujourd'hui dans les hôpitaux des gens jeunes et en bonne santé qui sont pourtant soignés en réanimation. Donc en France, les essais cliniques prendront plus de temps, mais une fois que vous aurez reçu le vaccin, vous vivrez normalement jusqu'à ce que peut-être dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle, vous rencontriez éventuellement le virus. Et à la fin, les chercheurs compareront qui a été contaminé parmi les volontaires qui ont reçu le vaccin et qui parmi ceux qui ont reçu le placebo. Alors, docteur Jean-Pierre Thierry, tout ça, ça veut dire que les candidats à ces essais cliniques doivent savoir qu'ils s'engagent pour quelque chose de long terme. C'est pas des semaines, c'est des mois, voire plus. Tout à fait. Alors d'une façon générale, il peut y avoir des effets secondaires. En général, ils sont locaux, il y a un peu de fièvre, mais il est important de les suivre parce que dans de rares cas, on peut se poser la question d'effets plus importants. Donc tout ça doit être vraiment très, très bien expliqué et très bien présenté. Et donc le suivi va être très important. Je vais juste dire au passage, effectivement, il y a des essais, il y a des patients qui recevront un placebo, c'est-à-dire qu'on leur administrera dans une seringue quelque chose qui ressemble à un vaccin, mais eux, tirés au sort, ils n'auront pas de vaccin. Et pour avoir tout le comparatif, ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas, en gros. Exactement. Évidemment. Je voulais juste dire que on a les associations agréées en France ont 28 membres bénévoles dans ce qu'on appelle des comités de protection des personnes. Il y en a 39 en France. Ils sont dans le circuit où on leur propose les protocoles et justement ils regardent ces règles éthiques. Et les essais contre placebo sont non seulement acceptés à condition qu'on ait bien l'information, mais les associations de patients et France Asso Santé ont compris que dans bon nombre de cas, et je fais allusion ici à une actualité récente, des études contrôlées, scientifiquement correctes et méthodologiquement parfaites sont indispensables. Et ça veut dire que vos associations, vous suivez ces candidats aux essais cliniques. Vous faites partie des gens qui suivaient ces candidats-là. Les représentants des usagers, ils regardent le protocole, ils le valident dans ce qu'on appelle des comités de protection des personnes qui sont, on retrouve des scientifiques, des médecins, etc. Après, le suivi, il est fait par le promoteur de l'essai clinique. Néanmoins, nous, que ce soit France Asso Santé ou les associations, par exemple, s'il y a des populations volontaires qui représentent certaines pathologies ou des groupes qui ont des facteurs de risque, on sera vraiment à l'écoute. On a un central téléphonique qui s'appelle Santé Info Droit. On regarde ce qu'on appelle des signes
signaux faibles et donc on sera attentif et non seulement on vérifiera que l'ensemble des contraintes réglementaires éthiques sont bien respectées, mais aussi on aura un œil sur ce qui se passe et s'il y a des plaintes ou si les gens s'estiment moins bien informés ou se posent des questions, on sera des interlocuteurs. C'est dans votre rôle. Solène Lehen. Oui, je précise. Donc vous parliez du comité de protection des personnes qui en amont se prononce, dit si on a le droit ou pas en France de participer, enfin de lancer ces essais cliniques. Il y a également l'agence du médicament, l'agence nationale de sécurité du médicament qui en amont, elle aussi, donnera son avis pour dire si cet essai clinique est solide au niveau scientifique ou pas avant justement de l'autoriser en France. Pauline Landex, je voudrais revenir avec vous sur un autre des points que développait Solène tout à l'heure. Pas donc de virus inoculé en France, dans d'autres pays, dans d'autres, ça se fait pour aller plus vite. Ça rentre tout ça dans ce que vous redoutez, ce qui vous inquiète, ce que vous dénoncez aussi, manque de coordination, chacun dans son coin, aller au plus vite. Les challenges infectieux, c'est des choses qui se pratiquent en effet et qui se pratiquent notamment lorsqu'on n'est pas confronté à lorsque la pandémie n'est pas active comme c'est le cas actuellement. Je veux dire, aujourd'hui, le virus circule en France largement. Donc, est-ce qu'un challenge infectieux est absolument nécessaire? C'est pas forcément le cas. Et en effet, ça soulève des questions éthiques dans la mesure où on n'a pas de traitement qui permettrait de soigner les personnes. Donc, en effet, la question des divergences sur les choix de recherche, ça peut s'entendre peut-être d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue scientifique, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème à ce qu'il y ait un manque de coordination sur tout ça, à la fois sur la méthode et sur les produits qui sont en cours de développement. On gagnerait probablement du temps si tout le monde se mettait autour d'une table et de façon indépendante réfléchissait quels sont les produits dont nous avons besoin précisément. Oui, attention à la logique, on veut être les premiers, c'est nous qui sommes allés le plus vite. Exactement, surtout que c'est une logique qui aujourd'hui n'est pas uniquement alimentée ou guidée par des enjeux de santé publique, mais aussi des enjeux populistes. On le voit avec le développement du vaccin aux États-Unis, tout ce que ça représente autour de l'élection présidentielle, puisque Donald Trump a dit qu'il souhaitait absolument que le vaccin soit mis sur le marché avant le 3 novembre. Donc on voit bien qu'il y a d'autres enjeux géopolitiques, géostratégiques qui se greffent aux enjeux de santé publique, et ça peut être un problème parce que ça peut nous faire perdre du temps et nous empêcher de juguler la pandémie le plus rapidement possible. Un tout dernier mot, Solène Lehen. Alors justement, on a beaucoup parlé d'éthique. Pour préciser que ces essais cliniques pour tester les vaccins en France ne seront peu ou pas rémunéré, en tout cas on dit pas rémunéré, on dit même indemnisé. Ça sera indemnisé seulement de quelques dizaines d'euros. C'est un geste avant tout pour la science, on ne fait pas ça pour l'argent, explique l'INSERM. Oui, la science, la recherche qui ont besoin de moyens, ils le disent les chercheurs suffisamment souvent. Merci beaucoup Solène Lehen et merci à nos deux invités, le docteur Jean-Pierre Thierry de France Asso Santé et Pauline Londex de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, la météo.